Bonsoir Pierre Persson, vous êtes député de Paris, ex-conseiller d'Emmanuel Macron, cofondateur des Jeunes avec Macron, c'est-à-dire macroniste de la première heure, puisque ce mouvement, Renaud, il a été formé avant même que naisse En Marche. Ils ont repéré l'ambition d'Emmanuel Macron avant même que peut-être ça germe dans sa tête. Alors, officiellement, pas d'inquiétude particulière exprimée par l'exécutif, mais on dit qu'Emmanuel Macron surveillerait les étudiants et les lycéens comme le lait sur le feu, et la preuve serait que ces soldats de la première heure, comme vous, donc préparent des opérations dans les universités. Non, je pense que c'est que les jeunes sont un segment de la société. Il faut donc faire le travail auprès des jeunes, de la pédagogie de nos réformes. Et donc les jeunes ne sont pas un péril, c'est pas une peur pour le gouvernement. Je pense que c'est une chance surtout pour notre pays. Et quand j'entends exprimer certains jeunes, je vais dans leur sens. C'est-à-dire qu'il y a une crainte du déclassement. Quand vous entendez l'UNEF, par exemple, qui va manifester demain, vous entendez, vous partagez les inquiétudes? Je n'ai pas le même point de vue sur la réforme travail, je partage les inquiétudes. C'est aussi pour ça que le gouvernement est à sa tâche et qu'il a dans sa besace de nombreuses réformes pour aider les jeunes à la fois dans leur insertion professionnelle, mais aussi pendant leur parcours étudiant. L'UNEF dit que les jeunes ne veulent pas être précaires à vie, c'est ça leur inquiétude. Mais je suis jeune, j'ai été étudiant et je ne voulais pas être précaire à vie. Et d'ailleurs, c'est pas le projet que nous avons pour la jeunesse. C'est pas le projet, mais en même temps, quand on voit depuis 3 mois l'action du gouvernement et quand on voit la rentrée, libérer les énergies, bousculer l'éducation nationale, la révolution, dit Jean-Michel Blanquer. Un étudiant en difficulté, qui ne connaît pas trop le programme d'Emmanuel Macron et qui entend parler de souplesse, de flexibilité, d'avantages pour les petits patrons, il a peur. Je pense qu'il a surtout peur du système actuel. Quand on a vu que 80 000 étudiants sont restés sur le tapis en début d'été, puis aujourd'hui encore... Il en resterait 3 000 aujourd'hui à peu près. C'est le chiffre du ministère, oui. Et donc, je pense qu'il a surtout peur du système aujourd'hui. Le système en l'état, c'est qu'on sélectionne par l'échec et on système par le hasard. On choisit par le hasard. Et donc, il y a un vrai problème là-dessus. Donc, il faut apporter des réponses concrètes. Je ne pense pas que ce soit les mesures que nous sommes aujourd'hui en train de prendre pour le marché du travail qui inquiètent plus les jeunes, mais plus leurs conditions d'études et puis aussi leur possibilité de faire part d'un cohérent. Sauf qu'un mouvement de grogne sociale, il peut agréger plusieurs types de mécontentement et plusieurs types de colère. Il y a la loi travail, ça peut être aussi, alors un prétexte, je mets des guillemets évidemment, mais de se dire, eh bien, puisqu'il y a des manifestations et puisqu'on va entendre ceux qui vont dans la rue, allons-y nous aussi, et allons dire qu'on ne veut pas de tirage au sort à l'université, qu'on ne veut pas de la baisse des APL. Et pour un gouvernement, avoir des jeunes dans la rue, c'est un peu le cauchemar de tous les gouvernements quand même. Certes, c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail de pédagogie et qu'on vient expliquer qu'aujourd'hui, après la loi travail, ça sera une meilleure insertion dans le monde du travail. Ça ne sera pas plus de précarité. Aujourd'hui, la vraie précarité, c'est quand vous restez 6 mois au chômage et que vous n'avez à la fois pas d'allocation parce que vous n'avez jamais eu de travail avant et puis que vous avez une difficulté à vous insérer dans le milieu du travail. Pierre Persson, vous êtes député, vous êtes jeune, vous n'avez pas de langue de bois. Quand il y a eu la langue de... On va voir. Quand il y a eu la mesure sur les APL comme ça, du jour au lendemain, qui concerne beaucoup de jeunes en difficulté. On va regarder, Renaud, baisse des APL, donc baisse de 5 € des APL. C'est une mesure qui a été annoncée au cœur de l'été, dont on a beaucoup parlé. Ça concernerait à partir du 1er octobre prochain 800 000 étudiants. C'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 800 000 étudiants dans la rue, mais enfin, on se souvient quand même que d'autres en leur temps ont réussi à avoir la peau du CPE. C'était le contrat première embauche et à faire reculer un gouvernement. On était en mars 2006, 3 mois de manif, les universités bloquées, c'est retiré. Ça, c'est un scénario, c'est le scénario catastrophe. Cette annonce, elle vous a fait mal? Non, je pense que cette annonce, elle n'avait pas de cohérence politique. C'est ça le problème. Et Emmanuel Macron l'a même lui-même dit. Non, je pense surtout qu'on ne parle pas du projet pour la jeunesse. Quand vous faites une bourse de mobilité de 1 000 € pour un étudiant qui souhaite changer d'université, en tout cas de zone géographique par rapport à son lieu initial d'études, c'est un vrai progrès pour la jeunesse. C'est un vrai pouvoir d'achat. Et donc, sur ces choses-là, il y a pas mal de choses qui sont faites pour les conditions d'études. C'est-à-dire que nous, quand on va revoir la question structurelle des universités, du passage du secondaire à l'enseignement supérieur, on ne va pas simplement se poser la question de libérer les universités comme l'avait fait par exemple Valérie Pécresse en son temps. On va se dire que c'est un tout. Il faut aborder les conditions d'études des étudiants parce que on le sait très bien, quand vous êtes par exemple travailleur salarié, étudiant, eh bien vous avez 30% de chances de réussite en moins et donc il faut absolument avoir un vrai plan concret, global. On va quand même écouter, pour terminer avec ce sujet des APL, ce que dit la FAGE. C'est un syndicat qui est considéré comme plutôt réformateur et qui est aujourd'hui le syndicat majoritaire chez les étudiants.
Une baisse de 5 euros, c'est impactant pour les étudiants parce que il faut aussi avoir une idée que le budget du logement, c'est 50% du budget total pour un étudiant, qu'un étudiant sur 4 vive sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Nous, on est prêt à aller jusqu'au bout, à monter au créneau et à se mobiliser à la rentrée avec nos militants pour faire entendre la voix des étudiants et pour faire justement respecter ces étudiants. Alors, le plan global, c'est une chose, mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ce qu'ils voient les étudiants, c'est qu'au 1er octobre, il y aura 5 euros en moins pour se loger. Oui, mais il y aura des engagements à la part de l'exécutif et qui seront, à mon avis, accompagnés par le travail des parlementaires sur ce sujet. On va pérenniser aussi le pouvoir d'achat des étudiants. On n'œuvrera pas à ce qu'un étudiant soit plus dans la galère qu'il ne l'est actuellement. On est bien conscient que les étudiants, parfois, sont dans une situation très précaire, très difficile et qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et que pour cela, 5 euros, eh bien, c'est un signe, un mauvais signe. Mais c'est pas la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement, elle n'est pas de précariser à tout va, elle est d'apporter des réponses concrètes, des réponses globales. Ça, on était dans le budgétaire, on va dire, violent du mois de juillet. Effectivement, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui un certain nombre d'annonces sur un plan logement pour construire beaucoup plus de logements. Oui. Il y avait 60 000 logements, promesse de création de 60 000 logements. C'est la promesse sur le quinquennat, tout à fait. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser parce qu'on s'est engagé. Parce que, comme je vous le disais, on ne peut pas aborder les conditions d'études sans aborder la question du logement étudiant. À la fois son accès. Quand vous êtes étudiant, vous devez justifier d'une caution qui est souvent une caution parentale, d'un dépôt de garantie. Vous avez quand même bien des freins à l'accès au logement. Et ça, ce sont des gros obstacles. Mais par exemple, je prends un exemple sur, puisque les ordonnances de la loi travail, il y a une manifestation demain, les contrats de chantier. On a beaucoup entendu dire que les contrats de chantier, pourquoi pas, de la souplesse, pourquoi pas essayer. Mais est-ce qu'avec un contrat de chantier, un étudiant ou un jeune pourra louer un studio, aller voir sa banque, aller voir le bailleur avec un contrat de chantier? Ce que je sais, c'est que ce que nous proposons, et notamment au niveau budgétaire, eh bien, c'est quasiment un 13e mois pour quelqu'un qui est au SMIC. Donc, c'est pas négligeable. C'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80%. Moi, en tant qu'étudiant, je sais qu'ils n'étaient pas nombreux à bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation lorsqu'ils en faisaient la demande. Et encore, quand ils en faisaient la demande explicitement. Et donc, il y a tout un pan qui, aujourd'hui, va aider la jeunesse. La taxe d'habitation, c'est quasiment plus d'un mois de bourse pour nombre d'étudiants. Et donc, surtout quand vous êtes à l'échelon maximal. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup qui est fait pour le pouvoir d'achat et qui va continuer à être fait. Comment vous allez faire pour aller leur parler à ces étudiants, à ces lycéens? Vous êtes, chez les jeunes avec Macron, le mouvement va se relancer, à peu près 25 000 adhérents. Il y a 25 000 adhérents. Moi, maintenant, je suis député. Ouais. Mais bien entendu que cette organisation... En face de vous, puisqu'on parlait de la FAGE tout à l'heure, principal syndicat étudiant, 300 000 adhérents revendiqués, de très forts ancrages locaux. C'est la question des chiffres. Vous savez... C'est la question des chiffres, mais c'est la question de la force aussi d'une parole qui sera répercutée par 300 000 ou par 25 000 personnes. Et puis Hélène, la FAGE, et puis surtout, l'UNEF également. L'UNEF, c'est-à-dire des réseaux de gauche. C'est Pierre Persson qui vient de la gauche, connaît très très bien et vous connaissez bien l'UNEF aussi, par ailleurs. Donc vous avez entrepris une sorte... Bien sûr, bien entendu. Je militais dans la frange plus à droite de l'UNEF parce qu'il y a des logiques de courant. D'ailleurs, aujourd'hui, si on souhaite structurer une nouvelle organisation de jeunesse, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'offre politique correspondant à ce que nous proposons au niveau national dans le corpus des organisations étudiantes. Mais ça va être quoi cette organisation de jeunesse étudiantes, vous avez beau dire qu'elles font 300 000 étudiants, malheureusement, il n'y a pas plus de 5 à 10% de participation dans les élections universitaires et ça, la FAGE et l'UNEF peuvent en attester. C'est bien donc aujourd'hui... Donc il y a un créneau à prendre et vous allez aller les concurrencer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessairement un besoin d'explication. On ne peut pas simplement laisser l'UNEF faire de la caricature sur le terrain étudiant et sur le milieu de la jeunesse, parce que ce que nous proposons est quelque chose en faveur des jeunes. Et donc, simplement laisser nos adversaires politiques faire de la caricature, c'est aller droit dans le mur. Donc, vous allez concrètement aller faire quoi? Aller dans les facs avec des tracts, avec des Oui, vidéos? Je crois qu'il y a déjà un tract qui a été lancé sur la réforme du travail, c'est ça, du droit du travail? Bien entendu, les adhérents d'En Marche seront présents sur le terrain pour faire la promotion de la politique gouvernementale et notamment de ce qu'on considère comme une première réussite qui est en fait les ordonnances travail parce que elles ont fait la part belle à la participation des représentants syndicaux et à la cohésion. Et donc en ce sens, oui, il y aura une promotion de notre politique sur le terrain. Mais ça va être quoi? Ça va être une association? Ça va être un syndicat? Ça va être les jeunes vont adhérer? Pour l'instant, c'est encore en cours de réflexion. Il n'y a pas
d'organisation, de structure qui a été bien définie, mais bien entendu que cette organisation initialement qui avait vocation à porter Emmanuel Macron au pouvoir, eh bien, aura un écho sur la sphère étudiante et de la jeunesse en général, parce qu'on ne veut pas s'arrêter simplement à la jeunesse étudiante. Il y a plusieurs jeunesses dans notre pays et donc il faut savoir la représenter. Emmanuel Macron, il ne l'a pas un peu trop oublié depuis son élection, cette jeunesse ? Non, je Ou pense il n'a pas oublié de lui parler puisque vous avez besoin d'aller vous-même ça a été une des grandes difficultés de la campagne. Je peux me permettre, je mets des guillemets encore une fois, vendre cette politique dans les facs. Il en a moins parlé que Hollande, par exemple. Oui. Hollande, c'était la priorité de son quinquennat. C'est pas tant ça. C'est qu'Emmanuel Macron, il a refusé de segmenter son programme. Il a refusé de parler aux fonctionnaires, il a refusé de parler aux retraités, il a refusé de parler aux jeunes. Et donc, en fait, dans son programme, il y a plein de mesures qui touchent la jeunesse. Je vous en ai cité la suppression de la taxe d'habitation, la revalorisation du pouvoir d'achat pour les étudiants qui travailleront, la question du plan logement, le pass culture, la bourse mobilité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont du programme d'Emmanuel Macron à destination de la jeunesse. Juste un mot rapidement, parce la sélection à l'entrée de l'université, il y a les prérequis qui vont être annoncés. Vous allez en dire un mot. Est-ce que vous considérez, si vous êtes très formateur, que la sélection, c'est pas un mot tabou et que la fac, que personne n'ose prononcer pour le moment, personne n'ose prononcer, ou alors vous dites non, ça c'est trop dangereux, il y aura trop de jeunes dans la rue, on n'y touche pas? Moi, je ne me prononcerai pas sur les réformes que va apporter la ministre. La ministre a présenté son projet et c'est elle qui le fera. Ce que je considère... Il y a les premiers groupes demain de réflexion sur la réforme de l'entrée à la fac. Tout à fait. Après, je pense juste qu'en effet, le système actuel, il est faussé. Il crée plus de dégoût qu'une mise en place véritable de la méritocratie. Quand vous sélectionnez par l'échec, ce que l'on fait toujours depuis très longtemps au niveau universitaire, quand on sélectionne par le hasard, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un système qui ne marche plus, qui marche sur la tête. C'est-à-dire, je plains le nombre d'étudiants qui, pendant l'été, n'ont pas su où est-ce qu'ils allaient aller à la rentrée. C'est quand même catastrophique. Alors pourquoi pas prendre en compte les notes pour entrer à la fac ? Mais je pense qu'il y aura sûrement un sujet là-dessus. C'est-à-dire que la méritocratie, elle se fait aussi par la sélection, par la réussite, par les notes. Mais ça, c'est une bombe. Donc ça, c'est de la sélection. Mais moi, je crois dans le dialogue social. Tout comme on l'a fait pour les ordonnances travail, on le fera sûrement pour l'université. Parce qu'on ne peut pas à la fois se priver des organisations de jeunesse qui sont représentatives aussi. On ne peut pas se couper des associations. On ne peut pas se couper du corps enseignant. Il faudra trouver un terrain d'entente, un texte équilibré qui aujourd'hui réduit quand même et résout une grande partie des problèmes de l'enseignement supérieur en France. Il nous reste 30 secondes. Dans 15 jours, vous serez de retour dans l'hémicycle, si je ne me trompe pas. Quelques mots sur cette rentrée parlementaire. Pour vous, député de La République En Marche, ça y est, c'est la fin de la période d'essai ? Je ne pense pas qu'il y ait une période d'essai. Il y avait une mise en jambe, en effet. Mais par ailleurs... Il y a eu des hésitations. Vous n'avez pas été bon au mois de juillet. Ouais. On aurait pu être meilleur, si c'est ça que vous voulez m'entendre dire. Non, on peut toujours être meilleur. Mais aujourd'hui, on n'était pas un corps professionnel. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas des professionnels de la politique et on est toujours en formation. On est en formation perpétuelle pendant tout le cours de sa vie. En formation continue. En formation, en même temps, il faut être combatif parce que le président, vous n'êtes pas beaucoup. Samedi matin, sa phrase sur les fainéants, il vous rend pas service. C'est compliqué à défendre sur les plateaux. Non, aucunement. J'ai fait tous les plateaux sur ce sujet et je considère que clairement c'est dommage d'avoir résumé deux discours fondateurs sur l'Europe à la question des fainéants, des sceptiques, des extrémistes. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit les fainéants, il ne parle pas des gens qui seront là demain. En même temps, les mots ont été choisis et il sait que, que les mots ont un point et que les mots ont un sens. On en reparlera avec vous, Renaud, dans le débrief. Merci beaucoup, Pierre Persson, d'être venu sur ce plateau. Nous vous donnons évidemment demain les chiffres de la mobilisation. On regardera attentivement le nombre de jeunes dans les cortèges. Tout de suite, c'est Julien Arnaud qui nous rejoint pour son pôle.